Bonsoir à tous. Merci d'être venus à la recyclerie ce soir. Nous allons parler ce soir de transport et faire le pari de la durabilité. Je passe tout de suite le micro à nos invités et intervenants qui vont se présenter. Bonsoir à tous. Je m'appelle Sabah Rahmani, je suis la rédactrice en chef adjointe du magazine Kaizen, que vous connaissez peut-être ou pas. Kaizen, c'est un magazine qui a été créé il y a 5 ans par... excusez-moi, il y a un petit retour là. C'est bon qui a été créé notamment par Cyril Dion, l'auteur et réalisateur du film Demain, que vous connaissez sans doute tous, et qui propose une information plutôt positive et de solutions dans tout ce qui est transition écologique, énergétique, éducative et dans politique, dans la gouvernance, donc dans tous les domaines. Ce soir, donc, la recyclerie a choisi de traiter comme thème le vélo, et notamment à travers l'exemple de Paris, puisque Paris s'est donné pour objectif en 2020 de devenir la capitale, on en rediscutera, la capitale du vélo, certains disent mondiale, d'autres juste la capitale du vélo. Et le débat ici ce soir, c'est de voir un petit peu si c'est réalisable, faisable, et qu'est-ce qui peut faire qu'on puisse augmenter le trafic de vélo dans les transports parisiens, dans le Grand Paris. Donc avec nous, pour débattre de ce sujet, nous avons Olivier Razemont, qui est journaliste indépendant et auteur de plusieurs ouvrages sur les transports et notamment le vélo, qui va se présenter tout à l'heure, qui a notamment écrit Le pouvoir de la pédale. Si ça vous intéresse, à la fin de la conférence, il y a une petite librairie, un petit stand ici. Et son dernier ouvrage est Comment la France a tué ses villes, notamment sur les problématiques liées au transport. Et à côté de lui, nous avons aussi Charles Manguin, qui est président de l'association Paris en selle, donc sur la pratique du vélo dans la capitale. Je vais vous demander du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter en 5 minutes? Je suis désolée, j'espère que ce petit Larsen va être résolu. Nous vous représentez, mais là, je crois que vous avez tout dit. Oui. Voilà. Enfin, pour ce qui me concerne, peut-être Charles. Rien à ajouter. Non, simplement, peut-être pourquoi le vélo, tout simplement. En fait, c'est ça le sujet. Pourquoi le vélo? Donc, en fait, pourquoi la ville? Parce que dès qu'on parle de vélo, on parle de ville. Et moi, ce qui m'intéresse en tant que... ce qui m'intéresse tout court, et donc aussi en tant que journaliste, c'est la manière dont s'organise la ville et la manière dont on s'y déplace. Et ce que je constate en particulier dans les villes françaises, et en grande particulier à Paris, c'est qu'il y a une inadéquation entre la manière dont la majorité des gens se déplacent et l'espace qui est utilisé pour ces déplacements. Il y a une sorte de décalage complet, pour être clair. Aujourd'hui, plus de 50% de la voirie parisienne sert aux déplacements motorisés notamment. Enfin, ce sont des déplacements avec... c'est les rues, c'est les boulevards, les avenues, etc. Donc c'est essentiellement des déplacements motorisés. Et la voiture individuelle, c'est seulement 11% ou 13% des déplacements. Plus on ajoute la moto, on ajoute les bus, etc. On doit arriver à 20% de déplacements au grand maximum. Et donc il y a une sorte de décalage complet, alors même que la majorité des déplacements, des trajets, puisqu'il ne s'agit pas, là on aura peut-être l'occasion de débattre de ça, mais il ne s'agit pas de parler seulement des personnes, on ne parle pas des automobilistes ou des cyclistes, on parle en trajet. Et quand on réfléchit en trajet, on s'aperçoit que la majorité des trajets à Paris se font à pied, une bonne partie se font en métro évidemment, très peu encore en vélo. Et quand on réfléchit à tout ça, quand on observe, on se dit mais le vélo qui est quand même un objet extraordinaire, qui a cette faculté incroyable d'être à la fois léger, robuste, rapide, qui occupe peu d'espace, qui ne coûte pas très cher à celui qui l'utilise, qui nécessite des aménagements certes, mais des aménagements quand même pas très coûteux pour la collectivité, qui en plus pollue pas, et qui est bon pour la santé, cet instrument-là, il devrait être beaucoup plus utilisé. Et là, je sais j'ai vu qu'il y avait dans la salle des gens qui connaissaient tout ça par cœur, donc je leur apprends absolument rien. J'espère qu'il y a aussi des gens qui ne connaissent pas encore tout ça par cœur. Et peut-être des gens qui ne savent pas encore que dans 2 ans, ils se déplaceront majoritairement à vélo. Mais l'enjeu, il est là, il est de rendre finalement la ville à ses habitants par l'intermédiaire du vélo et par l'intermédiaire de la marche également. Alors, Charles Manguin, qu'est-ce qui fait qu'à Paris, dans le Grand Paris, on considère qu'il n'y a pas assez de personnes qui circulent en vélo? Pourquoi? Alors, bonsoir à tous. Juste pour... compléter un tout petit peu la présentation, donc je suis Charles Manguin, le président de l'association Paris en selle. C'est une jeune association qui a été créée il y a 2 ans et demi
dans le cadre du budget participatif. Aujourd'hui, on a un peu plus de 350 adhérents. La croissance est forte, on vise d'être 1000 l'année prochaine. Ça participe aussi de cette dynamique pour essayer de transformer la ville, parce qu'on considère, nous, qu'il y a un vrai acte citoyen et je dirais même politique, dans un sens apartisan, mais d'un point de vue citoyen, de réappropriation de la ville, parce qu'on est vraiment dans des choix qui sont difficiles, vous le savez si vous lisez un petit peu la presse, de comment on partage une denrée très rare, qui est la denrée espace public. Donc nous, en fait, l'objectif de notre association, c'est pas de faire en sorte que ça s'améliore seulement pour les cyclistes, c'est de faire en sorte que demain, vous soyez le plus nombreux possible à être en capacité, parce que la ville y est propice, à choisir le vélo pour vous déplacer. Donc ça veut dire aussi qu'on vise que des personnes qui aujourd'hui n'osent pas, et notre animatrice en fait partie, n'osent pas se mettre à vélo à Paris, puissent demain, parce que c'est devenu plus rassurant, parce qu'il y a des parkings vélos, parce qu'on a un endroit où mettre son vélo la nuit, etc., puissent s'y mettre. Donc ça, c'est l'objet de notre association. Oui, pourquoi je disais Paris, tout à l'heure, voilà. Pourquoi? Parce que, donc, oui, c'est vrai que je lui disais à Charles que personnellement, je n'osais pas prendre encore le vélo, notamment à cause des préjugés qu'on a sur les risques et sur l'espace qui n'est pas très adapté. Justement, quand on regarde des villes comme Copenhague, qu'on prend souvent en exemple, quand on voit des grandes villes comme ça, où l'espace urbain est aménagé de manière sécurisée, où tous les trajets puissent être confortables pour les personnes qui utilisent le vélo. Alors, qu'est-ce qui manque à Paris pour que ça puisse devenir réalisable? Parce que vous éditez aussi une carte sur votre site où on voit les trajets en jaune, en rouge, les pistes cyclables, et on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose en fait. Alors ça, c'est une carte qui a effectivement été mise en place par notre association, donc c'est le site planvélo.paris. C'est un observatoire en fait des promesses municipales sur la politique vélo. En gros, c'est une carte très simple. Vous avez en gris les pointillés de la ville de Paris, c'est-à-dire les projets. La ville de Paris a voté en 2015 un plan vélo doté d'un budget de 150 millions d'euros, dont un des axes, c'est la mise en place d'un réseau cyclable. Parce qu'en fait, le premier frein, et on a cet exemple de notre animatrice ce soir, c'est le vélo à Paris, vous n'y pensez pas, c'est trop dangereux. Voilà, ça on l'entend X fois. Et la façon de résoudre ce problème, c'est de proposer aux gens une expérience de déplacement qui soit agréable, confortable, sécurisée. Ça passe par des pistes cyclables. Donc ça, c'était les pointillés de la ville de Paris, les projets pour la mandature avant 2020. Et donc nous, on suit en fait tout simplement en observatoire citoyen ce qui a été réalisé. On a rajouté une couche de couleur pour dire ce que nous, on trouvait satisfaisant, en vert, en jaune ce qui n'était pas satisfaisant, et en rouge ce qui était abandonné ou en voie d'être abandonné. Pourquoi c'est pas satisfaisant et pourquoi c'est satisfaisant? C'est sur quels critères? Vous êtes pour une part peut-être passé par les pistes du boulevard Magenta en venant ici. Voilà, j'en vois qui agitent les mains, c'est en jaune ici. Donc c'était dans les pointillés de la ville de Paris. Finalement, en fait, ils ont surtout repeint des petites choses aux intersections avec les passages piétons, ce qui est un petit progrès. Mais on sait que c'est une piste qui est très fréquentée et qu'il y a beaucoup de conflits entre les cyclistes et les piétons, ce qui est dommage, parce que les deux modes participent d'une ville meilleure. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, on n'est pas... Voilà, on dit simplement, il va falloir accélérer parce qu'on est à la moitié de la mandature, 60% même, et on a fait 7% de la promesse. Donc vous voyez que la situation, elle n'est pas encore tout à fait au top. Et je comprends, du coup, je ne jette la pierre à personne. Je comprends tous les gens qui me disent « le vélo, jamais c'est trop dangereux ». Un jour, quand il y aura un réseau en vert, nombreux seront les gens qui pourront se déplacer de cette façon-là. Olivier, donc l'objectif de cette politique d'encouragement de changement de transport, comme vous disiez, c'est réaliste ou pas? Alors, l'objectif de la ville qui a dit en 2014, on va faire... Alors, ils ont dit capitale du vélo. Il n'y a pas d'article devant. Ça ne veut pas dire la capitale du vélo, c'est peut-être plutôt une capitale du vélo. En tout cas, on ne sait pas. C'est un objectif manifestement ambitieux, c'est-à-dire 15% des trajets, on raisonne encore en trajet quand on parle de transport, alors que le taux actuel, c'est peut-être 4 ou peut-être 5, on ne sait pas exactement.
on peut prendre les chiffres de l'INSEE, c'est 4,1. Le 2015, on est peut-être monté à 5, je ne sais pas, mais c'était en tout cas très peu en 2014, donc 3-4. Bon, ça paraît très ambitieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un trajet qui aujourd'hui est effectué à pied, ben finalement, comme c'est un trajet un tout petit peu plus long, à pied ça prend 10 minutes, un quart d'heure, ben on va prendre le vélo. Ça veut dire qu'un trajet qui est effectué en métro, pour venir ici pour de Clignancourt par exemple, et ben finalement on va prendre le vélo parce que ça semble plus simple. Ça veut dire que pour aller au travail, habituellement on le fait en métro, on prend le vélo. Ça veut dire que pour aller au travail, habituellement on prend le deux roues motorisé, on prend le vélo. Donc ça veut dire une augmentation de... Alors ça ne veut pas dire à chaque fois, ça ne veut pas dire tous les jours, ça ne veut pas dire tout le monde, ça veut dire simplement une augmentation de la part de trajet à vélo. Voilà. Peut-être que chacun a comme ça sa propre part modale. Voilà. Toi tu fais peut-être 90% de tes trajets à Paris à vélo. Voilà. Et donc ça c'est effectivement un objectif très ambitieux. Pourquoi Paris a du mal à y arriver, en fait. On voit ce qui se passe, on voit les réactions, on voit un journaliste du Figaro qui demande à Anne Hidalgo si les voitures électriques pourraient circuler sur les pistes cyclables, parce et Anne Hidalgo qui répond non, c'est pour les vélos. Ce qu'elle aurait pu dire, c'est que quand on est à vélo, on a envie de sécurité. Si on a une voiture électrique, une voiture, quelle qu'elle soit, électrique ou pas électrique, qui arrive derrière, en plus klaxonne et dit voilà, j'ai la place parce que c'est une piste cyclable, ça ne va pas donner envie aux gens de prendre cette piste cyclable. Alors pourquoi il y a ce retard parisien? Alors retard parisien, retard français et retard parisien. Retard français parce que retard par rapport à des grands pays du vélo que sont par exemple l'Italie. C'est quelque chose, on parle toujours du Danemark et des Pays-Bas, mais en Italie du Nord aujourd'hui, dans les villes du nord de l'Italie, il y a des statistiques qui ont été publiées il y a quelques jours, dans certaines villes, on a 15, 20, 30% de déplacements qui sont à vélo. À Ferrare, à Bologne, à Modène, à Padoue, etc. Bolzano aussi. Et on a un retard, l'Italie, mais on peut citer d'autres pays, je ne vais pas tous les citer. Retard parisien, parce que par rapport à d'autres villes de France, comme Nantes, Bordeaux, Toulouse, évidemment Grenoble et Strasbourg, mais aussi Angers, mais aussi Orléans, il y a un retard également en termes de part modale. Pourquoi on en est là? Fondamentalement parce que, à mon avis, deux raisons. D'abord parce que l'espace public donc est toujours considéré comme étant dû à l'objet motorisé et qu'il y a une culture de la vitesse, qu'il y a une culture finalement du moteur. Il suffit de regarder comment ça se passe à un carrefour, il suffit de regarder ce qui se passe sur cette place quand on fait des travaux, au lieu de dire puisqu'on fait des travaux, on va tout simplement pratiquement neutraliser la circulation automobile sur cette place ou neutraliser certains axes. Non. On considère que d'abord qu'il faut laisser les axes motorisés et ensuite éventuellement on se préoccupe des piétons en laissant passer entre deux barrières et de manière avec absolument pas de précision, pas de signalisation, etc. Évidemment, on ne se préoccupe aucunement des gens qui pourraient passer là à vélo. Et donc il y a cette culture-là. Et la deuxième chose, et c'est vrai, la ville de Paris ne cesse de le répéter, mais c'est vrai qu'il y a cette pression forte de la préfecture de police puisqu'il y a ce pouvoir bicéphale à Paris. Il y a la ville de Paris, certes, mais il y a aussi la préfecture de police qui a encore pour idée principale en matière de déplacement qu'il faut faciliter, ce qu'elle dit, c'est la circulation. La circulation, c'est sous-entendu automobile, et en tout cas motorisée, avec l'idée qu'il faut pouvoir, et c'est la manière dont ils raisonnent, il faut pouvoir traverser Paris avec un objet motorisé le plus vite possible, en fait. Et donc, quand on avait fait les axes rouges, y compris boulevard Nano, il y a 35 ans, c'était déjà la logique, mais ça reste encore cette logique-là. Et donc, pour la renverser, c'est très compliqué, parce que c'est non seulement le point de vue de la préfecture de police, mais en plus, à chaque fois qu'on évoque ce sujet, on doit toujours montrer que, et contrairement à des idées reçues, il y a énormément d'idées reçues en matière de vélo, c'est assez amusant d'ailleurs. Vous pouvez en dire quelques-unes C'est bien sûr, mais on a toujours à rebours de ça l'idée que, quand on explique qu'en fait, on est à 30 km/h, dans les quartiers, officiellement, maximum. Ça ne veut pas dire qu'on roule à 30 km/h. Ça veut dire que la vitesse maximale est de 30 km/h. La vitesse moyenne, elle est plutôt de 15 ou 16. Mais 15 ou 16, avec une moto ou une voiture, 15 ou 16 avec une moto ou une voiture, ça veut dire une accélération qui fait monter à 55 et qui fait rebaisser à 0, parce qu'en fait, il y a tout simplement un obstacle, qui est peut-être souvent, d'ailleurs, la plupart du temps, une autre voiture,
qui est là parce qu'il y a une sorte de mini-bouchon dans la rue, ou qu'il y ait évidemment un feu rouge, ou qu'il y ait un stop, ou qu'il y ait des travaux, etc. Et donc, expliquer ça, ça prend un petit peu de temps. Il faut dire, bah oui, c'est une moyenne. La moyenne, c'est 15 ou 16. Donc, si vous dites on limite à 30, ça veut dire que globalement, ça ne va pas faire baisser la moyenne. Ça veut dire simplement qu'au lieu de monter à 55, on montera seulement à 35 probablement dans la rue. Et donc, ça va être plus agréable pour les gens qui sont à côté, les gens qui sont à pied, les gens qui sont à vélo. C'est beaucoup moins anxiogène de se faire dépasser par une voiture qui est à 35 que par une moto qui est passée tout à l'heure, à l'instant, derrière moi à 70. Donc tout ça, ça demande un peu d'explication et on est confronté à énormément d'idées reçues. Et tout ça, c'est à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on le fait. Alors, il faut éduquer à la fois le citoyen, quel que soit son mode de transport, les automobilistes, les cyclistes. Je suis pas sûr d'aimer le mot éduquer, mais disons que on est confronté dans le débat en permanence, on le fait en permanence publiquement, on le fait, il y a de plus en plus dans les médias aussi, mais y compris individuellement, et moi ça m'arrive qu'on me parle de ça, y compris dans des dîners ou je sais pas quoi, et là, à un moment, je mets stop, je dis attends, pour moi c'est du boulot d'expliquer tout ça. Si tu veux juste discuter de cette affaire de place du vélo à Paris, simplement parce que c'est rigolo et que c'est café du commerce, moi ça m'intéresse pas du tout parce que c'est un sujet sérieux. Et faire comprendre, et ça c'est quelque chose auquel on est confronté aussi, en France en particulier, ou dans beaucoup de pays, c'est les transports, c'est un sujet sérieux. La manière dont on se déplace, c'est quelque chose de très important. Ça a des conséquences sur la façon dont on vit, sur la façon dont on se nourrit aussi, ça a des conséquences sur la façon dont on consomme évidemment, etc. Ça a des conséquences sur l'organisation de la ville, ça a un coût, ça a des conséquences évidemment sur l'environnement, ça a des conséquences sur la répartition spatiale. Donc il y a toute une série d'enjeux qui sont là et qu'on ne peut pas résumer à juste une petite phrase qu'on lancerait comme ça en l'air qui serait moi je veux aller le plus vite non, ou alors moi je voudrais aller le plus vite possible parce que j'y ai bien droit. Alors, voilà. Charles Manguin, par rapport à quand une personne décide de prendre le vélo, quels sont les, comment dire, au niveau pratique, quels sont qu'est-ce qu'elle doit faire concrètement? Lever libre, acheter un vélo, s'équiper, est-ce qu'il y a des choses de base qu'il faut savoir? Alors, vous pouvez essayer Vélib, c'est ce qu'il y a de bien à Paris, c'est qu'au moins il y a cette solution-là qui vous permet d'essayer à très faible coût, parce que bon, les abonnements et les tickets sont très peu chers. Donc c'est déjà une façon de se mettre le pied à l'étrier. Il y a un nouveau système Vélib qui va arriver progressivement, qui va être déployé et lancé au 1er janvier 2018. Ça peut être une manière d'essayer, vous n'aurez pas du coup d'inquiétude sur l'endroit où garer votre vélo ou sur le vol. Donc c'est l'avantage de Vélib. Bon, maintenant, assez vite, vous allez vous rendre compte, et c'est ça la limite, c'est que en fait, ce système Vélib, il a ses limites parce que souvent, vous allez être confronté au problème du mouvement pendulaire. Votre station à côté de chez vous le matin à 9h, elle est vide, et là où vous allez travailler, elle est pleine. Simplement parce que les gens habitent à certains endroits et ils travaillent à d'autres. Et même s'il y a une certaine mixité, globalement, une station Vélib de 50 Vélib, elle trimballe 60 personnes le matin dans un sens et 60 dans l'autre retour, mais pas plus. Il n'y a pas un turnover extraordinaire. Donc il y a cette limite-là. Puis vous allez tomber sur des vélos dans un mauvais état et donc vous allez aussi avoir cette limite-là. Assez vite, vous pouvez vous poser la question d'acheter un vélo. Première chose, moi je vous conseille d'acheter, si vous êtes prêt à passer le pas, un bon vélo, un vélo qui va vous durer une vie entière, qui va être robuste et fiable. Ça coûte un petit peu d'argent, mais vous êtes en train d'acheter un véhicule. Mon grand-père, il a acheté un vélo hollandais Gazelle il y a 45 ans. Il marche encore impeccable. Ça s'entretient à peine. Voilà, c'est un exemple. Vous pouvez acheter. Faites-vous conseiller par un vélociste. Pensez à acheter un antivol, un bon antivol. La Fédération des usagers de la bicyclette conseille de mettre 10 à 15% du prix du vélo dans l'antivol. Pensez à ne pas attacher votre vélo à vous savez, les potelets, là, parce qu'il suffit de soulever le vélo pour partir avec. Hein. Ça, j'en vois un nombre incroyable. Je trouve ça fou, quoi. Et puis, ce que je pense, c'est qu'il y a une vraie question de domestiquer son itinéraire. Repérez-le avec, par exemple, un outil comme GeoVélo. C'est une application en ligne qui vous permet de repérer votre itinéraire. Ça vous indiquera les pentes, les endroits où il y a des itinéraires cyclables, etc. Puis ensuite, faites des essais. Si vous connaissez quelqu'un, vous pouvez vous faire accompagner, c'est vachement rassurant pour le début, ça vous permet de vous approprier l'espace public et ensuite ça va être une question d'ajuster votre itinéraire. Et après ça, vous vous sentirez bien et vous ne pourrez plus renoncer au vélo, vous ferez que ça. Vous aurez le soleil ou la pluie le matin sur le visage et ça vous changera des particules fines du métro.
vous aurez la ville, sa lumière, sa beauté, et ça vous changera la vie, je vous le promets. Vous voulez ajouter quelque chose, Olivier, là-dessus? Tout à fait d'accord avec Charles, c'est tout. Il y a plusieurs types de pluie. Il y a plusieurs types de pluie à Paris. Il y a la grosse pluie, vraiment, l'espèce d'averse. Et ça, oui, c'est pas du tout drôle. Alors on arrête, en général, on arrête. Dans ce cas, on se met sous un auvent, ou on va boire un café, ou alors on sait qu'on va continuer, qu'on sera totalement trempé et qu'il faudra prendre une douche en arrivant. Si on rentre chez soi, ça va, mais il y a voilà. les capes. Et puis oui, mais le jour où elle arrive et qu'on n'a pas la cape, elle arrive quand même la pluie. Donc bon. Effectivement, on peut avoir la cape. Le problème des climats océaniques, c'est qu'il faudrait avoir la cape pratiquement tout le temps, ou alors regarder de manière très très fine pour savoir si, quand je pars le matin, est-ce que quand je rentre le soir, éventuellement, il pourra pleuvoir, etc. Ensuite, il y a les pluies. Pleut jamais. Hein. En fait, il pleut très peu, mais parfois c'est des toutes petites pluies. Moi, ça m'étonne toujours ces gens qui se protègent leur magnifique chevelure avec un parapluie. Un jour où il y a simplement quelques gouttes, je ne comprends pas très très bien. Donc je ne porte pas d'ailleurs de parapluie. Et donc, pas de chevelure. Hein, et donc, on s'aperçoit de ça quand on est à vélo, on s'aperçoit de cette finalement, même en plein cœur de ville, on s'aperçoit de cette diversité de la météo. On s'aperçoit qu'il y a des rivières souterraines. La Bièvre, par exemple, une rivière qui fait qu'on descend dans la vallée de la Bièvre et qu'on remonte ensuite. On s'aperçoit qu'il y a un sens du vent. Quand on va vers l'ouest, c'est parfois plus compliqué, et ça dépend. C'est parfois le sud-ouest, c'est parfois le nord-ouest. On s'aperçoit, voilà, on remarque toute une série de choses, et ça introduit un peu, chacun introduit un peu à sa façon, un peu de nature en ville. D'accord avec ce constat? Ah, oui, je crois qu'il y a une chose qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que se déplacer en surface, et il y a beaucoup de Parisiens qui ne le font pas, ou pas beaucoup, et ben ça vous aide à domestiquer la ville, à vous sentir chez vous. Vous allez repérer des commerces, des restaurants, vous allez vous sentir plus en sécurité parce que vous reconnaîtrez les endroits. Et moi, j'ai rencontré, c'était assez frappant, des nouveaux collègues qui sont arrivés dans notre entreprise et qui avaient très peur en fait de certains endroits dans Paris, que j'étais très surpris. Et en fait, c'est parce qu'ils passent beaucoup de temps dans le métro, ressortent des fois à ces endroits-là, mais ils n'ont pas une vision de la ville. Je crois vraiment qu'il y a une histoire de maîtriser la ville. On la vit beaucoup mieux en surface. Et je trouve que ça, c'est une des belles choses du vélo. Donc voilà, c'est aussi une des belles choses qu'il faut Là, découvrir. on est aux portes de Paris. Vous me parliez tout à l'heure de ce carrefour qui ne donne pas envie de prendre le vélo. Et dans le projet du Grand Paris, est-ce que vous savez comment s'est intégrée la question de la circulation à vélo? Ça n'est pas intégré. Et c'est un vrai problème en fait, parce que faut bien se rendre compte que la portée d'un déplacement à vélo, ça permet largement d'aller en périphérie de Paris. Moi, je le fais très régulièrement. Mes parents habitent là-bas, j'ai grandi là-bas. Pendant des années, j'ai fait l'aller-retour entre Fontenay-aux-Roses et Gare Saint-Lazare. Ça se fait très bien, c'est 40 minutes, un peu plus dans le retour, il y a une montée. Bref, ça se fait très bien, mais il n'y a pas d'aménagement cyclable. Vous voyez ces lignes-là, elles s'arrêtent en fait au bord de Paris. Ben, pourquoi ça s'arrête? Parce que la mairie de Paris, elle n'a pouvoir que sur Paris. Vous imaginez bien que si Madame Hidalgo va installer une piste cyclable à Boulogne-Billancourt ou à Saint-Ouen, le maire là, il va se demander mais non, c'est pas possible, faut qu'il soit d'accord. Et comme il n'y a pas encore de métropole institutionnellement qui soit forte et organisée, il n'y a pas de projet métropolitain sur la partie vélo des transports. Et c'est vraiment hyper dommage. Et pourquoi ça pourrait être différent? À Londres, en fait, le maire de Londres est aussi le président de la métropole du Grand Londres. Là-bas, l'organisation des transports est faite par une entité qui s'appelle Transport for London, qui couvre toute la métropole. Cette entité, qu'on pourrait assimiler une sorte de STIF, mais à l'échelle de la métropole, elle a mis en place tout un réseau de pistes cyclables qui s'appellent les Cycle Superhighways, qui sont comme les réseaux express vélo de Paris, mais qui vont jusqu'à 15 km en banlieue. Alors pour vous donner une petite idée, 15 km en banlieue, c'est comme si vous alliez à Clichy-sous-Bois. Clichy-sous-Bois, cette ville où il n'y a pas de métro, quasiment pas de bus, pas de RER. Un endroit où il n'y a pas de transport ou presque. Il y a le RER. Et le RER. Il est loin, le RER. Et il y a le métro du Grand Paris bientôt. Et vous, par rapport à cette politique... Le Grand Paris. Le Grand Paris, il existe déjà, bien sûr. Il y a 2 millions seulement des habitants d'Île-de-France qui habitent à Paris, donc ça existe déjà. Il y a deux aspects. Première chose, c'est le déplacement dans les villes de la périphérie parisienne, des villes jouxtant Paris. Ça peut totalement se faire à vélo, très facilement.
parce que c'est des rues souvent assez calmes. Pour traverser Colombes à vélo, par exemple, c'est très simple. Mais il y a très peu d'aménagements. Il y a très peu même de ces aménagements qui sont très discrets, comme les doubles sens cyclables, comme les possibilités de tourner à droite au feu rouge. Il y a extrêmement peu de pistes cyclables également. Et il y a un autre aspect qui est le déplacement à travers l'Île-de-France, qui ne signifie pas qu'on ne va pas évidemment aller de Melun à Versailles en vélo tous les jours, mais qui signifie rejoindre les transports publics. Et là, il y a un enjeu très important avec les gares du Grand Paris, avec le super métro du Grand Paris, puisque je crois que c'est 80% des franciliens qui seront à moins de 2 km d'une gare si tout est construit. On ne doit pas être loin des 80. Aujourd'hui, on est peut-être à 60 ou 65, mais en tout cas, voilà, c'est 80%. Moins de 2 km. Et on se pose la question... Il y a beaucoup de personnes qui vont en voiture jusqu'à la gare. Et voilà, on se pose la question encore de savoir comment les gens vont accéder à la gare. Il faut répondre clairement à cette question. Il faut dire tout sauf en voiture. Évidemment en voiture quand c'est absolument nécessaire, quand il faut transporter quelqu'un qui ne peut pas faire autrement, quand il faut transporter un canapé, une machine à laver, je ne sais pas quoi d'autre, quand il faut... Dans le RER ? Non, pour aller au RER, éventuellement. Pour aller, on peut imaginer des choses comme ça. Bon, pour aller là, on peut imaginer ça. Mais à part ça, ça y est, au maximum 15-20% des cas, mais dans les autres cas, il faut le covoiturage, donc 3, 4 personnes dans une voiture. Le bus, évidemment, mais à condition qu'il ait des voies réservées pour accéder à la gare. Bah oui, les transports, c'est pas un truc simple, comme ça, qu'il suffit de régler. Non, c'est des détails. Ça veut dire clairement il faut qu'il y ait une voie réservée qui aille jusqu'à la gare et qui puisse ensuite en repartir. Et évidemment, puisqu'on est à moins de 2 km de la gare, évidemment, le vélo. Et à ce moment-là, il faut des arceaux. Il faut des arceaux sécurisés. Il y a le programme Véhigo qui existe déjà en Ile-de-France, mais qui, je crois, se déploie un peu lentement. Et puis, ça signifie... et ça je sais que Paris-Ancel travaille là-dessus aussi, résoudre tout ce qu'on appelle les points noirs en Ile-de-France, les coupures urbaines, c'est-à-dire ce pont qui est sur la Seine, qu'on peut passer éventuellement... alors il y a un pont, mais ce pont, il y a des voitures qui vont très vite dessus, et à vélo c'est presque impossible, sauf à prendre le petit morceau du trottoir. Ça c'est à Poissy, mais il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres endroits comme ça. Et donc c'est toute une série de choses qui amène à penser vélo. Alors la région est en train de le faire aussi, très lentement, exactement pour les mêmes raisons que la ville de Paris, encore plus lentement j'aurais tendance à dire, mais tout ça c'est des décisions c'est à la fois des grandes décisions à prendre, et puis un intérêt, une attention très précise à tous les problèmes pratiques qui peuvent se poser, des goulottes dans les escaliers qui permettent de descendre le vélo, des ascenseurs le cas échéant, toute une série de choses qui permettent voilà. Justement, on sent bien qu'il y a une détermination de la condition urbanistique, c'est-à-dire que les contraintes de la ville sont énormes, il faut des décisions politiques. Comment le citoyen peut faire basculer pour une politique plus favorable au vélo? En tant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos politiques puissent changer d'orientation et encourager la construction de pistes cyclables sécurisées? Alors, ma première réponse, ce serait adhérer à Paris-Ancel. On agit justement pour ça. Donc, si le sujet vous semble important et vous intéresse, vous pouvez rejoindre l'association. Que vous ayez le temps ou pas de vous investir, vous pouvez le faire sur notre site internet. On est une association d'intérêt général. C'est 5 € l'adhésion. Et nous, ça nous aide. Comme je vous ai dit, le plus on est nombreux, le plus on arrive à essayer, avec nos micro-moyens, à contrebalancer d'autres lobbies que vous avez peut-être entendus en matière de mobilité. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a des actions en fait, citoyennes simples. Ça, c'est une enquête nationale qui a été lancée par la Fédération des usagers de la bicyclette, qui est notre fédération, et qui vise en fait à connaître le ressenti des gens qui se déplacent à vélo ou aimeraient se déplacer à vélo dans toutes les villes de France. Et l'idée, c'est qu'il y a une trentaine de questions sur différents thèmes. La sécurité, est-ce qu'il y a assez de solutions de stationnement, de services, est-ce que vous trouvez un marchand de vélo facilement chez vous, etc. Ça va permettre de pointer quelles sont les choses qui ne vont pas dans les villes, quelles sont les choses qui vont bien. Et ça va nous permettre surtout de faire un classement. Vous savez, les classements, médiatiquement, c'est quelque chose qui marche bien. Et ça va permettre, du coup, de parler du sujet. L'intitulé de cette enquête, la marque, c'est « Parlons vélo ». Pourquoi ? Parce que quand il y a un sujet qui pose problème, tant qu'on n'en parle pas dans l'espace public, tant qu'on n'en débat pas, il ne se passe jamais rien. La première étape pour résoudre un problème, c'est d'en parler. Pour nous, cette enquête, elle est hyper importante
c'est la façon d'en parler. Alors vous verrez sur le site qu'on a un petit challenge, puisqu'on doit atteindre un certain nombre de réponses par ville. Et donc là, vous avez des bulles qui représentent le nombre de réponses par ville, avec les couleurs qui sont la vitesse d'atteinte de l'objectif. Donc Paris, on n'est pas si mal, hein, c'est en vert, mais c'est pas encore complètement bon. On est sur 58% de notre objectif, donc répondez nombreux, faites tourner ça auprès du plus grand nombre de vos amis qui se déplacent à vélo ou qui aimeraient se déplacer à vélo. Et pensez aussi à répondre si vous connaissez des villes de banlieue, vous pouvez répondre. Vous voyez qu'il y a beaucoup de villes en périphérie qui sont en rouge. On a besoin de vos réponses. Voilà, donc ça c'est une façon assez concrète qui va vous prendre 5 minutes pour faire en sorte que les conditions de circulation à vélo s'améliorent dans votre environnement immédiat. Donc je compte sur vous. Sur l'action citoyenne. Alors je voudrais juste revenir sur une chose. Vous avez parlé de pistes cyclables. Oui, ça peut avoir un sens, ça a un sens pour faire des itinéraires assez longs, à des endroits où la sécurité est faible, où il y a une vitesse motorisée qui est assez anxiogène, donc. Mais dans la plupart des endroits, et là je parlais des rues de Colombes par exemple, ou des rues d'Antony, ou des rues de Drancy, là l'enjeu c'est pas de faire une piste cyclable dans chaque rue. Là l'enjeu il est beaucoup plus de se sentir en sécurité parce que la vitesse moyenne, notamment la vitesse maximale des véhicules, aura été abaissée. Donc là l'enjeu il est beaucoup plus de faire des zones 30 et de les faire respecter. C'est à ce moment-là de façon à éviter que le vélo aille sur le trottoir parce qu'il se sent plus en sécurité sur le trottoir et du coup il va embêter les piétons, etc. Donc le vélo a sa place sur la chaussée, mais c'est possible à condition que la vitesse soit apaisée. Donc ça c'est aussi des choses qui sont pas forcément... Tout de suite on parle de vélo, on parle piste cyclable. C'est pas seulement des pistes cyclables, même si effectivement médiatiquement elles ont été beaucoup médiatisées justement. Alors je voudrais revenir là-dessus, je réponds absolument pas à la question parce que je pense qu'il a tout dit là-dessus. Il n'a pas tout dit, mais il a dit les choses essentielles. Compléter alors. Mais je complète en parlant de cette histoire de piste cyclable et de cette affaire assez rocambolesque qui est arrivée là depuis quelques semaines finalement, ou de un mois ou deux, avec notamment l'extension du plan vélo et puis la création de cette piste cyclable sur la voie Georges Pompidou à l'ouest de Paris, dans le 16e arrondissement, qui a été faite, la matérialisation a été faite cet été, en plein mois d'août, mais l'inauguration est arrivée, je ne sais pas du tout pourquoi, seulement début octobre. Et donc là, il y a manifestement un problème de communication à la ville de Paris. Alors j'ai posé la question à l'adjoint au maire, j'ai posé d'abord la question à la maire qui m'a expliqué qu'il y avait des travaux. Bon, moi, quand j'y suis passé sur cette piste cyclable, j'ai pas vu de travaux du tout, donc je ne sais pas où est-ce qu'elle a vu des travaux. Et l'adjoint m'a expliqué que, en fait, il avait fallu faire une autre piste à un autre endroit qui permettait donc, en matérialisant celle-ci. Enfin, je suis pas sûr d'avoir tout à fait compris ces explications. Je trouve que là, il y a des enjeux extrêmement importants qui sont non seulement de faire des itinéraires quand c'est nécessaire donc, mais également de communiquer à propos de ces itinéraires. La première chose qu'il aurait fallu faire, plutôt que de dire on fera des travaux et puis on l'inaugurera plus tard, c'était d'inaugurer immédiatement et de voir la maire, puisque maintenant elle fait du vélo et qu'on l'a vu l'autre jour à la journée sans voiture sur un vélo à assistance électrique et son casque, c'est très bien, mais pourquoi pas. Et bien puisqu'elle fait ça, qu'elle vienne sur cette piste cyclable et qu'elle montre que c'est possible de la prendre. Mais moi, quand j'y suis allé, et tu l'as peut-être fait aussi, c'était compliqué d'accéder à cette piste cyclable à vélo. C'est-à-dire que, voilà, c'était compliqué parce qu'on arrive, alors c'est très agréable, il y a un endroit où c'est très agréable, il y a le fameux tunnel sous la Concorde, etc. On arrive place de la Concorde, là ça devient insupportable. Imaginez qu'on fasse la même chose avec une autoroute, ça devient, on peut pratiquement plus passer. Et ensuite on retrouve un endroit où il y a des pistes, et puis un moment, pour accéder à la fameuse piste de la voie Georges Pompidou. Donc voilà, le diable est dans les détails. Et là, je pense qu'il y a eu une erreur massive de communication de la ville de Paris. Et puis, alors je suis content de constater, j'ai parlé avec elle l'autre jour, donc que la maire de Paris commence à comprendre l'enjeu vélo, qu'elle commence à en parler un peu mieux que ce qu'elle faisait jusqu'à présent. Je dis un peu franchement ce que j'en pense, mais quand je l'entendais simplement, quand on était interrogé à la radio, elle disait le mot Vélib et puis ça s'arrêtait là et puis c'est tout. Là, elle en parle un petit peu mieux, comme elle était sur un vélo assistance électrique. Il y a une journaliste qui lui a demandé ah oui, mais est-ce que les vélos électriques c'est autorisé le jour de la journée sans voiture? Parce que comme les motos électriques c'est interdit, elle pensait. Et là, Hidalgo a répondu c'est pas un vélo électrique, c'est un vélo à assistance électrique, il faut pédaler pour l'utiliser. Et j'ai trouvé cette réponse intéressante parce que ça veut dire qu'elle a appris ça, et tant mieux, on peut rire, mais plus les élus, y compris, comprennent l'objet vélo, et mieux c'est. Oui, pour ce point-là, c'est sûr que nous, ce qu'on dit, c'est que si on veut à la fin qu'il y ait des photos avec des tonnes de cyclistes dans ces pistes cyclables,
comme c'est le cas à Londres, et si vous regardez sur le haut de notre site, vous trouverez des vidéos de ce qui se passe à Londres sur leur Cycle Superhighways, il faut que ce soit connecté. Parce que vous imaginez une ligne de tram, vous faites 1 kilomètre de ligne de tram, et après vous demandez aux gens de faire 500 mètres pour rattraper l'arrêt suivant, puisqu'on n'a pas fini les travaux. Ils vont pas prendre le tram, hein. Ben, c'est pareil avec les voies cyclables, c'est que si on fait 300 mètres de piste cyclable et qu'ensuite on tombe sur la Concorde sans rien, bah ça marche pas. C'est pas assez harmonisé, donc en fait, on voit bien avec cette carte que finalement pour l'instant c'est un peu discontinu. Tant qu'il y a des petits morceaux dans tous les coins, ça marche pas. Moi je trouve l'exemple de Grenoble très inspirant, puisque Grenoble a fait donc ils ont un projet plan vélo très ambitieux. Surtout, ils ont fixé comme objectif qu'il y aurait autant de déplacements à vélo qu'en tram, et ils ont poussé l'analogie. Là-bas, le réseau de transport en commun s'appelle Chronobus. Il y a sans doute Chronotram aussi. Enfin bref, c'est Chronotruc. Et ils ont appelé leur réseau express vélo Chrono Vélo. Ils lui ont donné une marque, ils lui ont donné une identité graphique. Il y a des arrêts avec des petits services du genre pompe à vélo, petits outils de réparation, indications. 10 minutes de vélo de la station truc, 15 minutes de celle-là, 20 minutes, etc. Et ça matérialise qu'on est dans une vraie politique de mobilité avec des infrastructures qui ont de la gueule, si je puis dire, qui sont respectables, qui ne sont pas juste un bout de béton, mais qui sont un vrai projet pour la mobilité des gens. Aujourd'hui encore, quand souvent on entend des critiques en disant « vous réduisez la place de la voiture, mais vous ne proposez pas d'alternative », on n'entend pas encore beaucoup nos élus et Madame Hidalgo dire « bah si, la piste cyclable, c'est une proposition d'alternative ». Là où elle n'a pas de chance, c'est qu'effectivement, faute d'avoir un Grand Paris qui s'occupe du vélo, sa piste cyclable s'arrête à Boulogne-Billancourt et du coup ne permet pas à ce que les gens qui habitent là-bas puissent facilement s'en servir. Ça viendra. Donc, et vous, en tant qu'association citoyenne, est-ce que vous organisez, en plus des consultations, des pétitions, des courriers au pouvoir public ? Alors nous, on fait plusieurs choses. Déjà, on est au comité vélo, donc tous les mois, on travaille avec les services de la ville de Paris pour essayer d'améliorer les projets. On n'est pas toujours écouté, du coup il reste du jaune à la fin dans la carte, hein. Et puis des accès, même sur le vert, qui ne sont pas toujours excellents, clairement. Donc ça, c'est une façon de travailler. Après, ce simple monitoring citoyen est une action en soi, c'est-à-dire c'est une façon pour nous de suivre ce qui se passe sur le sujet. Et après, vous voyez, les enquêtes, ce genre d'action, voilà. On organise des conférences. La prochaine sera sans doute sur le thème de la place du vélo et des femmes dans l'espace public. On a constaté que c'était un vrai sujet. Il faut savoir qu'il y a moins de femmes à vélo que d'hommes à vélo dans Paris. Que cette parité-là, en fait, elle est très liée à la cyclabilité de la ville. À Copenhague, c'est plutôt 53% de femmes et 47% d'hommes. Ici à Paris, il y a un ratio qui est plutôt 40-60. Ça nous pose question. On a des adhérentes qui écrivent sur ce sujet, qui sentent une sorte de double peine par rapport au harcèlement dans l'espace public, à la fois parce qu'elles sont à vélo et parce qu'elles sont femmes. Ça nous interpelle et ça va être pourquoi ? un sujet de Quelles sont les discussion. raisons ? Est-ce qu'elles vous écrivent aussi En fait, il y a une personne qui écrit un blog sur ce sujet chez nous qui a expliqué « Je retrouve à vélo le sentiment d'illégitimité dans l'espace public que je rencontre quand je me balade toute seule le soir. » Et du coup, elle fait l'analogie. C'est un sentiment. L'automobiliste considère qu'elle n'a pas le droit d'être là, que c'est pas sa place, qu'elle doit se serrer dans le caniveau, quitte à tomber de son vélo. Voilà, il y a une domination, souvent masculine d'ailleurs dans les véhicules motorisés, hein, de l'espace public. Et voilà, ça nous interpelle en tout cas, parce que si on veut mettre beaucoup de gens en plus sur des vélos, faut pas qu'on se prive d'une moitié de la population, les femmes. C'est pour ça qu'on va s'y mettre. Raison de plus alors. Moi je voulais savoir aussi par rapport à l'usage citoyen quotidien, puisque le vélo, s'il est utilisé souvent, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les repair cafés, les lieux où on peut les réparer plutôt que de les jeter, de les mettre à la casque et de produire des déchets, parce que ce mois-ci en plus on est très dans la thématique avec Kaizen en consacrant notre numéro sur ce thème. Donc, c'est pas seulement réparer, c'est pas seulement économiser, ça crée aussi du lien social. Est-ce que vous pouvez vous en parler de ces repair cafés, ces lieux où on peut réparer Effectivement, c'est un des enjeux. Tu as parlé du vol, donc il faut un bon antivol, et puis il y a la dégradation. La dégradation,
subit, et puis tout simplement l'usage. Et donc il faut se poser la question de savoir comment on va faire pour réparer son vélo une fois que s'il est dégradé, si le frein est cassé, etc. Et l'énorme avantage, en particulier à Paris, depuis quelques années, c'est qu'il y a un éventail très grand des possibilités. Donc il y a effectivement ces ateliers d'auto-réparation, auto au sens autonome évidemment, qui sont des endroits où on arrive avec son vélo, où on apprend à réparer, où on est enseigné, il y a des gens qui sont là pour expliquer, etc. Et puis il y a aussi tout simplement le vélociste traditionnel chez qui on va, on laisse le vélo et on le fait réparer. On n'est pas obligé d'être bricoleur quand on se déplace à vélo. Et puis là maintenant il y a des sociétés, des petites sociétés qui sont lancées et qui proposent de venir au domicile ou au travail pour réparer le vélo. Donc il y a toute une série de possibilités et que l'on soit pressé, que l'on ait de l'argent ou pas, que l'on ait du temps ou pas, on a ces différentes possibilités. L'avantage des ateliers d'auto-réparation, c'est effectivement que non seulement ils enseignent aux gens, non seulement on apprend à réparer son vélo, mais on pourra éventuellement le faire seul ensuite. Et en plus de ça, il y a effectivement ce lien. Il y a aussi la possibilité de laisser, de donner à ces endroits un ancien vélo, un vieux vélo dont on ne se sert plus et qui sera retapé et qui ensuite sera vendu aux adhérents et donc qui fera un heureux, etc. Donc il y a toute une économie comme ça qui se forme autour du vélo, qui va évidemment des super vélos Hermès avec selle en cuir de veau et je ne sais pas quoi, à ces ateliers de réparation, et pourquoi pas. Ça crée du lien social aussi. Donc. Alors oui, entre générations. Alors les ateliers, oui bien sûr, mais le vélo en général. Quand on est à vélo, on voit la couleur des yeux des gens qu'on croise. Sauf si le casque est un peu trop bas. Quand on n'a pas de casque, on n'a pas besoin. Non, mais très pragmatiquement, on peut assez vite partager une expérience. À vélo, on peut discuter au feu rouge parce qu'on est à côté d'un cycliste et on vient de subir un truc où il fait beau ce jour-là. C'est très facile de parler. Et c'est vrai que à titre d'exemple, ça a été conceptualisé au Danemark, le vélo social. Ils ont estimé qu'il fallait pour le coup des aménagements cyclables ou des espaces suffisamment larges et sécurisés pour qu'on puisse rouler à 2 ou à 3 de front pour pouvoir discuter. Alors là, c'est incroyable quand vous allez voir des gens là-bas où vous avez des grappes, je sais pas moi, de gens ou d'adolescents qui vont au collège, au lycée, qui papotent à vélo comme ça. C'est quelque chose qu'on ne voit pas encore ici parce que ici, on se déplace, on est un peu stressé, on regarde partout autour de nous, il faut une vigilance de tous les instants et c'est pas encore ça. Mais voilà, ça peut se développer et ça peut être vraiment intéressant parce que effectivement, ça permet de réouvrir les gens sur leurs concitoyens et de ne pas rester dans sa bulle automobile ou dans ses écouteurs au métro. Je sais que c'est agréable par rapport à l'ambiance métro, mais c'est vrai que du coup, on est fermé sur soi, quoi. Vous parliez tout à l'heure de l'entreprise, des sociétés qui viennent éventuellement sur le lieu de travail. Est-ce que, parce qu'il y a certaines entreprises qui proposent aussi l'indemnité kilométrique pour rembourser le transport de ses employés. Donc, mais se pose aussi la question de pouvoir entreposer ces vélos à proximité du travail. Est-ce qu'il y a des exemples positifs qui peuvent servir à d'autres ? Oui. Alors, déjà pour tout le monde, il y a eu récemment la mise en place de l'indemnité kilométrique vélo, qui est de 25 centimes par kilomètre, que votre employeur peut, mais n'est pas obligé malheureusement de vous donner, si vous faites votre trajet domicile-travail à vélo. Donc en général, c'est plafonné à 200 € pour des raisons fiscales, mais certaines entreprises vont jusqu'à 420 € pour être compétitifs avec les transports en commun. Parce que pour faire simple, en gros, vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps. Donc voilà, moi par exemple, je n'ai plus de passe Navigo, je fais 100% ou presque, allez 98% de mes trajets à vélo. Et du coup, j'ai demandé à mon employeur et je touche cette indemnité kilométrique qui est très modeste parce que mon trajet n'est pas très long. Si vous avez un employeur qui est ouvert aux questions de mobilité, n'hésitez pas à lui en parler. C'est bénéf pour lui et pour vous. Parce que lui, il vous verse une indemnité qui n'est pas assujettie aux cotisations sociales et vous ne payez pas d'impôt sur cette indemnité. Maintenant, comme le disait notre animatrice, il faut pouvoir garer son vélo au travail. Ça, c'est un vrai problème. Alors, deux choses. La ville de Paris finance jusqu'à 2000 € l'installation d'abris à vélo, y compris dans les copropriétés individuelles et pas seulement chez les professionnels. Donc, vous pouvez en parler à votre copropriété.
Et sinon, on a eu confirmation récemment, suite à un lobbying intensif, je ne vous le cache pas, que fin 2018, il y aura sur la voie publique un système de vélo-box sécurisé. Donc les détails, je ne les ai pas encore, l'appel d'offres est lancé. Mais grosso modo, l'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a du stationnement résidentiel voiture. Vous avez des voitures qui dorment la nuit dans la rue. L'idée, c'est qu'on pourrait en enlever une partie pour les mettre à la place du stationnement vélo dans des boîtes fermées pour justement les gens qui n'ont pas la place dans leur copropriété ou au travail pour mettre leur vélo à l'abri. Ce sera un service qui sera payant, mais on pense que c'est vraiment aussi une adaptation de la ville parce que sur une place voiture, on peut mettre à peu près 10 vélos. Donc vous voyez, en termes d'efficacité d'usage de l'espace, c'est au top. Donc voilà, c'est dans encore 1 an et demi, mais ça va venir et on espère que ça va aider un certain nombre de gens à pouvoir s'acheter un vélo et se déplacer de cette façon-là. Dernière question avant de passer au débat. Il y a beaucoup de préjugés, comme vous le disiez, sur les vélos. Et par rapport à la pollution, alors vous parliez de finalement le métro est plus pollué que les rues. Donc est-ce que finalement cette résistance, elle n'a pas lieu d'être? Alors en fait, oui, l'air du métro est plus pollué que celui de la rue. Quand on est en voiture, on est plus exposé à la pollution que quand on est à vélo parce qu'on est plus bas et qu'il y a quand même qu'il y a de l'air qui rentre dans la voiture. Donc, et l'aspirateur à air. Et à air, il est dans le pot d'échappement de la voiture de devant en général. Donc effectivement, ça c'est une des idées reçues. Mais je voudrais revenir là-dessus. C'est que quand on parle de vélo, on est très souvent confronté à beaucoup d'idées reçues ou beaucoup de croyances, souvent très fausses, parfois seulement un peu vraies, et souvent vraies seulement pour la personne qui en parle. Et c'est ça qui est magique aussi avec cet objet. Et c'est aussi pour ça que je l'aime, cet objet. C'est que dès qu'on l'évoque, ça parle à chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous a une réaction, a un souvenir, a une impression. Et c'est parfois des impressions très positives, mais c'est aussi des impressions négatives. Et c'est souvent le cas en matière de transport, en matière de vélo encore plus. Il est très facile ensuite il est très tentant de généraliser cette situation personnelle. Et le nombre de fois où on a entendu, y compris dans les débats récents, y compris de la part de mes chers collègues journalistes de BFM TV et d'LCI et autres, qui disent de toute façon, là c'est pas possible, les gens ils vont pas faire 15 km. Ça ne veut pas dire ça, ça veut dire moi je dois faire 15 km parce que j'ai choisi d'habiter plus loin, donc puisque moi je peux pas, personne ne peut. Ou alors, non, c'est pas possible, je dépose mon enfant le matin en voiture, donc comme moi je le fais, tout le monde le fait. Comment va faire? Oui, bien sûr, mais comment va faire la personne âgée? C'est pas possible. Dans les villes allemandes, les personnes âgées ont des déambulateurs. On en voit très peu. En France, parce qu'il y a peu, en tout cas à Paris, parce qu'il y a très peu d'espaces piétons en fait, etc. On a toute une série d'idées qui viennent simplement du fait qu'on a utilisé un jour cet objet, ou alors on pense qu'on va forcément transpirer. Ça va être, il va falloir prendre une douche en arrivant. Excusez-moi de vous interrompre. Voilà. Pourtant, le vélo, c'est des souvenirs d'enfance joyeux quand on ça dépend pour qui. Mais ça dépend. On apprend à faire du vélo, ce premier sentiment de liberté, non? Eh ben, je suis désolé, mais ça aussi, c'est une idée reçue. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Et pour certains, c'est l'obligation. Pour certains, ça a été le fait de devoir faire absolument ça à vélo, alors qu'il y avait, j'aurais pu faire autrement, mais on m'a obligé à faire du vélo. Donc non, pas nécessairement. Donc, et je reviens sur... Voilà, il faut prendre une douche, parce que évidemment, les coureurs du Tour de France, quand ils montent le cornet de Roseland, ils transpirent forcément, et donc ça doit être exactement pareil pour faire 3 km dans Paris. En fait, non. Quand on se déplace dans une ville, quand on va raisonnablement et qu'on a quelques vitesses, on n'a pas du tout besoin de forcer, et en fait on fait pas davantage, on fait un peu plus d'exercice physique qu'à pied, mais on en fait un peu plus longtemps surtout, mais finalement ça n'a pas tellement la plupart, un jour comme aujourd'hui, il n'y a pas de transpiration particulière, donc, et ça dépend évidemment des gens, mais donc il y a beaucoup d'idées reçues, et il faut systématiquement évoquer toutes ces questions, ne pas les nier, ne pas les envoyer paître en disant on avait tort de penser ça, c'est juste en fait finalement une situation personnelle qui a été généralisée et mise sur la place publique, et c'est pour ça que ça prend du temps, répondre à chacune de ces situations personnelles en permanence. J'ai une théorie sur cette idée reçue de la sueur et de la douche au travail, parce qu'on a une petite histoire, c'était qu'à un moment j'ai cru ça aussi, donc vous voyez, ça arrive et on a pu changer d'avis. Je pensais qu'il fallait avoir une douche au travail, je faisais effectivement un trajet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'à peu près 45 minutes, et en fait, grâce à Olivier, j'ai découvert qu'on pouvait pédaler un peu moins fort
qu'on allait changer la durée de son trajet d'à peu près 30 ou 40 secondes, 1 minute, allez, maximum. Parce qu'en fait, on s'arrête assez régulièrement dans son trajet, parce qu'il y a des feux rouges, des croisements, etc. Donc au final, on va à la même vitesse moyenne sur le trajet, mais on ne suit pas parce qu'on est zen. Donc ça marche super bien. Moi, j'ai une théorie aussi, c'est que je pense que dans certains endroits, on accélère naturellement parce qu'on est stressé. Il y a des endroits à Paris, vous êtes sur la place de la Concorde, je pense que vous essayez de vous en extraire le plus vite possible. Et pour dominer un petit peu son sentiment d'insécurité, je crois, enfin c'est mon ressenti, peut-être c'est une généralisation qu'on applique à tout le monde quand on a un ressenti personnel. Je me demande si on n'a pas tendance à accélérer pour dominer le trafic, être en position de se sentir en sécurité. Et donc je crois aussi que l'apaisement de la ville pourra aussi nous faire aller tranquillement, rythme balade, à vélo. Non, juste un dernier truc sur cette histoire de douche. Il y a des gens pour qui c'est nécessaire, évidemment. Il y a des gens qui vont dire à leur employeur, moi je fais 12 km tous les matins, j'ai besoin d'une douche en arrivant, je préfère faire comme ça, etc. Pourquoi pas? Mais simplement, en faire un préalable de toute politique vélo, non. Voilà. Merci. On va passer aux questions avec la salle. Je propose d'avoir une demi-heure d'échange avec nos intervenants. Est-ce que je peux montrer une petite vidéo à la salle de répondre à cette enquête? Là, vous êtes près de la porte Saint-Denis sur une bande cyclable, donc pour les vélos, hein, bien entendu. Et donc, je vous laisse compter. Hein, allez-y, on y va. On en a pour 40 secondes. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la cohabitation avec les deux roues. Hein. Donc, c'est difficile, effectivement. Et donc, c'est pour dire que ce genre de choses, ça marche pas. Et la seule chose que je voudrais que vous reteniez éventuellement de ce qu'on s'est dit ce soir, c'est pas qu'une histoire de piste cyclable, c'est Madame Michu ne se mettra pas au vélo dans ces conditions-là, ni son enfant, ni sa grand-mère. Et si demain on veut qu'il y ait des tas de gens qui se mettent au vélo, il faut traiter cette situation pour que demain, se déplacer à vélo dans Paris, ce soit une expérience agréable et pas renifler des pots d'échappement avec des véhicules bruyants qui vont vite et qui vous font peur. Donc, adhérons à Paris en selle, mobilisons-nous dans les pétitions, dans les... Est-ce que vous avez des questions? Bonjour. Donc, je suis italienne, j'ai un accent un peu bizarre. Alors, je voulais dire qu'en Italie, il y a une association qui s'appelle Legambiente et a fait un calcul que l'Italie gagne 6 milliards d'euros avec l'utilisation des vélos. Avec, c'est là que, disons, l'argent qui rentre avec l'achat des vélos, réparation, tout ça, mais aussi avec la sécurité sociale qui ne dépense pas parce qu'on utilise les vélos. Et je suis en Italie, in une ville qui s'appelle Pesaro, où il y a les 27% des déplacements en vélo. Avec Bolzano, c'est la plus importante en Italie. Et la chose que je trouve, quand je suis venue ici, disons, pour moi, derrière les vélos, chez moi, disons, dans ma ville, historiquement, il y a un imaginaire qui est lié à l'idée de liberté, de plaisir, et pas lié à la classe sociale. Par exemple, dans ma ville, parce que le centre historique est fermé au trafic, donc tout le monde se déplace en vélo parce qu'on n'a pas la possibilité, même les riches se déplacent en vélo. Par exemple, il y a un copain à moi qui c'est lui qui s'occupe des pistes cyclables de la ville qui fait les projets, et lui disait, chez nous, on va au théâtre, même les femmes très chics sont en vélo, alors que ce serait inimaginable à Rome ou Milan parce que ce serait dévalorisant. Donc, moi, la première question est, on ne pourrait pas faire une campagne de communication pour changer l'imaginaire lié au vélo. C'est-à-dire, parce que, disons, les voitures, derrière l'imaginaire, dans les campagnes publicitaires, il y a un imaginaire énorme. Donc, je pense qu'il faudrait faire le même travail lié au vélo. Et je pense que ça, c'est une question de créer un désir. Et ça me semble vraiment important. La deuxième question est vraiment très bête. Disons, c'est une question que je me pose tout seul, mais parce que je cherche de faire les vélos. Ah, je voulais dire une autre chose. Par exemple, ma mère a 83 ans, elle va en vélo. Ma tante, 90 aussi. Et c'est pas dangereux, c'est normal chez nous aller, disons, en vélo. Et l'autre chose, alors ça c'est une question vraiment très bête, c'est une question que je me pose tout seul. Alors, à Paris, il y a des grandes rues
des grands axes, mais il y a aussi des petits ruelles. On ne pourrait pas imaginer que des petits ruelles, on peut aller juste en vélo, et la rue parallèle, on peut aller en voiture. Disons, peut-être c'est pas possible, mais c'est une question que je me suis posée comme ça. Oui, alors je vais répondre à la dernière et puis ensuite, donc vous avez raison, je ne vais pas remettre la carte, mais grosso modo, vous avez des grands axes. L'idée, c'est d'avoir des solutions sécurisées sur les grandes rues, mais par contre, on est d'accord que dans les quartiers, il n'y a pas de raison en fait d'avoir ce genre de choses, et même on peut imaginer, comme c'est de plus en plus le cas dans d'autres villes, hein, tu parlais d'autres villes, de ne plus avoir de voiture. Ça n'a pas vraiment de sens dans certains coins du Marais, c'est incroyable, mais même dans le 10e arrondissement ou voilà, dans les quartiers juste derrière ici, il y a beaucoup d'endroits où il n'est pas indispensable d'avoir la voiture à chaque fois, partout. Donc là, clairement, il y a une question en fait de plan de circulation. Ça, c'est un petit peu technique, mais j'ai un bon exemple dans le 10e arrondissement, c'est la rue du Château d'Eau. Il n'y a pas d'aménagement cyclable dedans, mais simplement par la façon dont on a organisé la circulation des voitures, cette rue est devenue totalement inintéressante pour les voitures. C'est-à-dire qu'elle ne les aide pas. Si on y va, c'est parce qu'on y habite ou parce qu'on vient faire une course là-bas. Du coup, il n'y a plus de trafic dit de transit. Les gens qui sont dans cette rue en voiture, c'est parce qu'ils font quelque chose là et pas parce qu'ils traversent, pas parce qu'ils passent par là. Et ça, c'est très important de se dire, il y a des rues, on passe, c'est-à-dire on traverse, et il y a des rues, des quartiers où en fait on ne passe pas, on y va seulement en voiture. Et ça peut fortement apaiser la ville, c'est un axe important, c'est un petit peu technique, mais j'espère que ça va venir pour la suite. Je dirais juste un mot sur la communication et peut-être Olivier aura des choses à rajouter. C'est très difficile en fait à notre échelle microscopique d'association du vélo, y compris la fédération, hein, qui est vraiment une toute petite chose avec 4 salariés, de construire une campagne de communication. Après, il y a des associations qui sont très créatives et qui peuvent y arriver. Et s'il y a des gens parmi vous qui sont des génies de la communication, n'hésitez pas. Mais il faut voir les budgets publicitaires qu'il y a en face. Donc, moi, je pense que, disons, en termes d'investissement des maigres moyens des villes, etc., je pense que finalement, créer les conditions d'une circulation à vélo agréable, ça va mettre en selle suffisamment de monde pour qu'ensuite on gagne en traction, si je puis dire, politique et en image. Madame Hidalgo s'est fait photographier à vélo, Monsieur Macron et sa compagne également. Progressivement, on voit apparaître des personnalités de Christiane Taubira, etc., des personnalités de premier plan qui se déplacent à vélo, et ça, c'est très positif. Monsieur Macron n'avait pas de casque, ce qui est une très bonne image d'un vélo apaisé, tranquille. Alors, en Italie, il y a eu ces fameuses zones à trafic limité. Ça vous semble totalement naturel, d'ailleurs c'est pour ça que vous l'avez peu développé, mais en fait, c'est quelque chose dont on rêve dans les villes françaises, d'avoir des endroits dans les centres-villes où la circulation motorisée n'est possible que pour les taxis et pour les riverains. Donc pour les riverains, c'est possible, mais pas pour traverser la ville, pas simplement pour y venir. Donc, et on a fait ça dans toutes les villes italiennes depuis les années 70, ça se développe et ça continue à faire. Et donc, évidemment, la solution la plus simple, c'est de prendre le vélo, y compris quand on est une très chic Florentine, comme je l'ai vu sur le pont qui traverse l'Arno à Florence, par exemple. Et ça, c'est effectivement, ça fait partie des mesures qui sont très simples. On peut évidemment faire la même chose dans les quartiers à Paris, mais ça semble extrêmement simple à dire, c'est extrêmement compliqué à faire passer parce que ça nécessite de changer la hiérarchie, d'introduire l'idée de hiérarchisation de la voirie qu'on n'a pas encore. On a tendance à croire, puisqu'il y a un plan, souvenez-vous, il y a encore maintenant les plans Michelin, des plans sur lesquels on a toutes les rues et puis on devrait pouvoir passer dans n'importe quelle rue. Et donc non. Donc ça demande là aussi un travail qui n'a pas vraiment été fait, je dois dire, à la ville de Paris pour le moment. J'avais encore plein d'autres choses à ajouter, simplement l'unica cosa che devo dire è che adesso, ma giusto per lei, il libro che ho fatto sulla bicicletta, adesso c'è una edizione italiana da 3 settimane. Buonasera. Qui veut dire? Voilà, il y a une version en italien de mon livre depuis 3 semaines. Voilà. Ça s'appelle Il potere dei pedali. D'autres questions? Il potere dei pedali. Bonsoir, moi je viens de Grenoble et je suis arrivé à Paris il y a 3 semaines. De où? De Grenoble. Et je suis arrivé à Paris il y a 3 semaines. Et la chose qui m'a surpris, c'est que j'ai pris un abonnement Vélib pour l'instant. Et par contre, en fait, ce qui me dérange le plus, c'est la pollution.
Et du coup, la pollution, qu'est-ce qu'on fait contre? J'ai acheté un masque, mais je trouve ça pas top dans l'imagerie et même dans ce qu'on envoie. Donc, qu'est-ce qui est efficace et qu'est-ce qu'on fait contre? Alors, déjà, il faut savoir que les masques anti-pollution qu'on vous vend, globalement, vous protègent assez peu. Vous allez avoir les filtres qui vont sortir tout noirs, certes, mais quand vous vous mochez, en fait, aussi, les filtrent pas les petites particules qui sont celles qui vont le plus profondément dans les poumons et qui sont le plus dangereux, le plus cancérigène. Donc, c'est un peu un marché qui surfe sur la peur, si je puis dire. Bon, voilà. Moi, c'est mon avis, c'est que ça, c'est pas extrêmement utile. Ce qui est sûr par contre, et ça c'est Air Paris, l'association de surveillance de la qualité de l'air à Paris qui le dit, c'est que on subit un peu moins la pollution à vélo qu'en voiture ou dans le métro. Bon, ça vous console pas parce que vous étiez vachement mieux à Grenoble, encore que des fois il y a des sacrés épisodes de pollution. Et surtout à Paris, vous vous trouvez assez vite derrière un bus diesel, et là vous le sentez passer. Ou une moto, vous avez vu la vidéo tout à l'heure. Air Paris a montré dans ses études que la pollution, l'exposition à la pollution baisse très très vite, de manière exponentielle, dès qu'on s'écarte un petit peu du trafic. Et on parle de mètres. Et en fait, du coup, ils ont montré que les pistes cyclables séparées du trafic sont vachement plus protégées de la pollution que les voies mixtes actuelles. Quand vous êtes dans les petites rues parisiennes, en fait, vous êtes beaucoup moins exposé également à la pollution. Ces fameuses petites rues. Est-ce qu'il faut adapter son trajet en fonction de ça, justement ? Moi, par principe, je trouve ça anormal. Je trouve ça anormal que ce soit à la victime de cette pollution de s'adapter. Je pense qu'il faut travailler sur la cause de la pollution et pas demander aux gens de s'adapter à une jungle qu'on a organisée pour être invivable. Donc là, j'avoue que ça me remonte un petit peu. Je sais qu'Air Paris a mis en place une appli pour vous aider à trouver un itinéraire moins pollué. Alors je comprendrais tout à fait qu'individuellement, et moi-même je le fais parfois un peu, j'évite des axes qui sont vraiment insupportables, mais sur le principe, je trouve ça anormal que ce soit aux piétons et aux usagers du vélo d'adapter leur trafic, leur trajet, parce que on laisse des voiries polluées par l'automobile et les scooters. Merci. Moi je voulais revenir sur la carte du plan vélo. Vous avez montré un axe qui est abandonné, boulevard Saint-Michel il me semble. Je voulais savoir pourquoi. J'ai cherché sur internet il y a quelques semaines, j'ai trouvé aucune information sur ce tronçon abandonné ou possiblement abandonné. Parce que pour la mairie de Paris, il est fait. Vous n'avez pas remarqué la piste cyclable confortable sur le boulevard Saint-Michel ? Non, je ne suis pas passé. Voilà, en fait, elle n'existe pas puisque c'est un couloir bus. Ils ont élargi un couloir bus alors qu'ils avaient promis de faire un réseau express vélo, et donc tous les termes sont sur leur site internet. C'est une voie large, dédiée au vélo, entièrement dédiée au vélo, confortable, sécurisée, etc. Donc sur cet espace-là, nous considérons qu'ils ont abandonné leurs promesses. Pourquoi ils ont abandonné leurs promesses ? Parce que c'était moins cher, parce que c'était plus facile, et parce qu'il y a des oppositions localement à cette transformation de la voirie. Voilà. C'est pas pour nous désespérer. On va voir si on arrive à faire repasser ça avant la fin de la mandature dans la bonne couleur. Pour l'instant, nous mettons la pression. On en a discuté encore récemment au cabinet de Madame Hidalgo pour dire ceci, c'est l'illustration de la coupure. Vous allez avoir la piste cyclable qui va jusqu'au début du rouge, qui s'arrête. Et Madame Michu, encore une fois Madame Michu, Madame Hidalgo elle-même, Madame Hidalgo ne prendra pas son vélo pour aller sur ce truc-là, parce qu'avec les bus, les taxis, les VTC et les scooters qui prennent les voies bus, bien qu'ils n'en aient pas le droit, ni pour les Uber, ni pour les scooters, on ne se sent pas en sécurité à cet endroit-là. Donc là, on a un trou. Et donc la raison pour laquelle vous n'en savez rien et vous ne voyez rien sur Internet, c'est que d'une part, ils considèrent que c'est fait, et d'autre part, nous, on n'est pas encore assez fort pour faire des articles dans la presse à ce sujet-là. Une autre question ? Oui, monsieur. Bonjour, j'ai deux questions. Une première sur la politique de l'État. J'ai une impression, en tout cas dans les discours, que le vélo apparaît plus souvent. Après, il y a toujours en libre service ou assistance électrique derrière, comme si le vélo simple, normal, ne pouvait pas faire l'affaire aussi. Mais dans les mesures, pour l'instant, la seule mesure vraiment qui a été prise, c'est de supprimer l'aide
à l'achat du vélo assistance électrique. Du coup, est-ce qu'on peut attendre quelque chose des assises de la mobilité sur le sujet? Et est-ce que finalement c'est de l'État qu'il faut attendre le plus de choses, ou est-ce que c'est plutôt les collectivités territoriales, comme ils le disent, qui doivent prendre le lead sur le sujet? Et deuxième petite question un peu technique sur le baromètre des villes cyclables. Je voulais savoir, est-ce que vous avez l'envie et surtout les moyens, du coup, après, de transmettre les résultats aux différentes mairies en France? On va commencer par la deuxième partie. Un peu mon neveu. Bien sûr, on va publier un rapport complet. On a des statisticiens qui travaillent déjà sur le sujet. L'objectif, c'est de publier un classement avec des résultats détaillés, question par question, une note, parce qu'en fait, quand vous répondez de 1 à 6. Où vous passez la question, mais vous donnez une note, ça va faire des notes cumulées par thème et une note globale de la ville. Et bien entendu, l'idée, c'est de proposer un diagnostic au travers de cet outil à toutes les villes qui ont atteint le seuil de réponse nécessaire pour que ce soit statistiquement significatif. Il y aura éventuellement des éditoriaux de la part des associations locales qui mettront en perspective les résultats de cette enquête, des cartographies, des infographies, etc. Donc tout à fait, c'est prévu. Dès aujourd'hui, en fait, il y a déjà des villes qui relaient cette enquête, et la mairie de Paris nous a dit qu'elle allait le faire, parce qu'elles sont intéressées à comprendre ce que vous pensez de leur politique cyclable. En fait, c'est construit sur le modèle d'une enquête allemande. C'est une enquête sur le ressenti des usagers qui se veut un peu comme une enquête de consommateurs. Consommateurs de la politique vélo. Est-ce que vous la trouvez satisfaisante ou pas? Donc évidemment, c'est un outil qui a vocation à être publié avec un classement dans les médias, dans la presse. On pense même confier les données brutes à la recherche. On verra pour des données agglomérées pour d'autres usages. Il y aura, bien entendu, tout ça est anonyme et contrôlé par la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Mais on souhaite que ces données, qui sont assez intéressantes, il y a beaucoup de réponses, on en veut encore plus, puissent servir aussi à la recherche pour comparer les villes. Voilà. Alors, les assises de la mobilité et la politique de l'État. Non, je confirme qu'en aucun domaine, il faut tout attendre de l'État. Simplement, sur ce sujet, il y a quand même des mesures qui sont prises de temps en temps au niveau national dans différents pays. Au Danemark, par exemple, il y a un plan vélo. En Allemagne, il peut y avoir un plan vélo national. Il y a des décisions qui ont été prises en France concernant les doubles sens cyclables, concernant le tourne à droite, par exemple. Et puis, il y a des choses qui seraient à faire et que demande notamment la Fédération des usagers de la bicyclette, qui réunit donc 260 associations locales, dont Paris en Salle et Mieux se déplacer à la bicyclette, les deux associations parisiennes. Et la FUB demande en particulier l'apprentissage du vélo à l'école, de manière beaucoup plus efficace que ça l'est aujourd'hui. Pour qu'on évite ensuite de dire, bah oui, c'est normal, les cyclistes, ils font n'importe quoi puisqu'ils ils sont jamais appris à faire du vélo en ville. Donc ça, c'est une chose. Il y a une demande qui est intéressante, qui est un petit peu développée, mais qui, à mon avis, pourrait l'être davantage, c'est inclure la question du vélo dans le permis de conduire. Dire, voilà, ça fait partie de l'apprentissage du déplacement, etc. Il y a des choses comme ça, une grande communication nationale, avec des spots télévisés, des spots, des trucs en ligne, etc., tout ce qu'on peut imaginer. Et au lieu de ça, on a eu des mesures, certes avec de l'argent, qui n'étaient pas nécessairement demandées par les associations, et en particulier ce fameux bonus de 200 € pour l'achat d'un vélo à assistance électrique, qui n'était pas vraiment demandé par la FUB, mais enfin bon, puisque c'est là, c'est là. C'est arrivé au mois de février. C'est quand même plutôt apprécié par les collectivités locales, pas par Paris, parce que Paris donne déjà sa subvention de 400 €, mais par d'autres villes qui, du coup, ne prennent pas les moyens de donner cette subvention-là. Et maintenant, elle est supprimée. Alors, cette mesure-là, elle aura coûté 50 millions d'euros à l'État. C'est assez peu pour un budget national. C'est beaucoup pour une politique vélo. Il n'y a jamais eu de politique vélo avec un tel montant. La question est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec ça. C'est un peu embêtant parce que ça n'a pas vraiment été demandé. Maintenant, c'est là, c'est supprimé. Bon. Il y a une étude qui a été publiée la semaine dernière sur ce sujet par le CEREMA, qui est un organisme de l'État qui suit les questions notamment de transport, et qui montre que les bénéficiaires, ils ont fait une étude sur les 22 000 bénéficiaires de cette prime, de ce bonus VAE de 200 €, et qui montre que c'est essentiellement des retraités, des personnes assez aisées et qui ont acheté un vélo qui valait 1 700 €. Franchement, la question que je me pose, c'est est-ce que vraiment on doit faire des primes
de 200 € avec un budget aussi massif de 50 millions d'euros sur une année pour aider des retraités à ne pas utiliser leur voiture parce qu'ils préfèrent, parce que ça leur donne bonne conscience de ne pas polluer et parce que ça leur donne la possibilité d'entretenir un peu leur corps. Je pense pas. Maintenant que c'est là, qu'est-ce qu'on fait? Ou maintenant que c'est plus là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça vaut quand même pas la peine de se mobiliser pour obtenir quand même une prime pour les vrais vélos et pas seulement les vélos à assistance électrique? Sans doute. C'est assez compliqué, c'est-à-dire qu'il y a le temps long, et à mon avis, le temps long, c'est demander une campagne de com, c'est faire entrer le vélo dans les permis de conduire, c'est faire entrer le vélo dans les écoles, et puis le temps court qui consiste à réagir à d'abord cette instabilité, en fait. Une mesure qui arrive qui n'était pas vraiment demandée, une mesure qui est la même mesure qui s'en va, alors qu'est-ce qu'on fait? Ça me rappelle, en fait, tout simplement les vélos en libre service, qui, pendant quelques années, c'est beaucoup moins le cas maintenant, parce qu'on a montré que c'était pas forcément... Ça suffisait pas comme efficacité, mais pendant tout un temps, c'est la seule politique des villes, mais là je parle pas seulement de Paris, notamment des villes moyennes, qui ont dit on va faire un vélo en libre service, on va faire un Vélib à Caen par exemple, parce que comme ça les gens, voilà, ça nous fait du vert, ça nous fait du développement durable, résultat pratique, comme ça coûte super cher le Vélib de Caen, et ben, à la fin de l'année il n'y en aura plus. Donc voilà, ça manque, et c'est dommage, c'est pas comme si on manquait de spécialistes, c'est pas comme si on manquait à tous les niveaux de gens qui connaissent bien le sujet. Et je parle pas seulement des associations, il y a des professeurs d'université, il y a des élus, il y a des journalistes, il y a toute une série de gens qui écrivent des bouquins, qui font des films sur ce sujet, il y a des entités de l'État, il y a le CEREMA, il y a des gens à l'ADEME qui réfléchissent, à l'Agence de développement durable, etc., qui réfléchissent à tout ça et qui disent depuis des années qu'une vraie politique vélo, c'est pas juste saupoudrer un peu des sous dans un coin et faire un... Non, c'est un truc de long terme. C'est un peu dommage. Donc voilà, la réponse aux assises, elle est là aussi, malheureusement. On verra. Alors, moi, je vais pouvoir introduire un petit peu de contradiction parce que pour le coup, on a une vision un petit peu différente de cette question-là sur le bonus des vélos assistance électrique. La même semaine ou presque, on nous a annoncé que désormais, vous pourrez acheter un véhicule diesel d'occasion récent et qu'on vous donnera 2000 €. 10 fois plus. Moi, ce que je trouve, c'est peut-être qu'il y a des politiques plus performantes pour le vélo. On en est convaincu. Mais c'est la seule qu'on a aujourd'hui. Et à côté de ça, on a des bonus de 6 000 à 10 000 € pour acheter des véhicules, faut pas que je dise véhicules, des voitures électriques ou des scooters électriques. Et on peut même acheter un diesel gate, vous savez, les trucs avec des moteurs truqués, récents, ok, Euro 5, je sais pas quoi, et vous allez toucher 2000 €. Donc moi, d'un point de vue équité, à un moment donné, je trouve que tant qu'il y a ces aides-là qui existent, et moi j'aurais plutôt tendance à les remettre en cause aussi, soit on enlève tout, en disant que c'est pas la bonne façon de faire une nouvelle politique de mobilité, ça je suis prêt à l'entendre, mais dans la condition actuelle où on laisse des bonus à 10 000 € pour les voitures électriques, je trouve qu'il est indécent et anormal de supprimer le seul bonus pour un véhicule qui, pour le coup, vous faites 100 batteries de voiture avec... vous pouvez faire 100 batteries de vélo avec une batterie de voiture électrique. C'est hyper efficace et la consommation d'électricité est hyper faible. C'est un véhicule à assistance électrique. C'est pas rentable. On en revient toujours à la même source. C'est très rentable parce que... Non, mais je parle, c'est ironique, c'est pas rentable pour l'État de valoriser la circulation ça dépend, parce que vélo. En fait, c'est une économie, effectivement, ça a coûté 50 millions. La raison pour laquelle il le supprime, c'est qu'il a rencontré un trop grand succès. Et en fait, c'est une bêtise, parce qu'en fait, le succès d'une politique, c'est un rapport entre ce qu'elle coûte et ce qu'elle fait. Et ce qu'elle fait, donc ce que tu l'as dit, certes, c'est plutôt des personnes âgées, mais qui disent qu'ils le font en substitution de la voiture pour un grand nombre de cas. Et donc, par rapport à d'autres aides d'État, c'est une politique qui a transformé des automobilistes pour une partie de leur trajet, et une partie importante, en personnes qui utilisent un vélo à assistance électrique. Moi, je pense que c'était une politique qui avait du coup une certaine efficacité au regard de son coût, finalement modéré pour le nombre de gens qui a été mis en selle. Juste une précision quand même sémantique. On ne peut pas dire qu'on a supprimé cette prime, parce qu'elle a été programmée, et c'était sans doute là l'erreur, pour une durée déterminée. Donc c'est pas qu'elle a été supprimée, c'est qu'elle n'a pas été reconduite. Et on peut comprendre que dans la période actuelle où il y a besoin de faire des économies, les nouvelles autorités aient choisi là où c'est facile, c'est-à-dire de ne pas reconduire une prime. Et les arguments qu'a sortis Olivier Razemont sont quand même très valables. Et moi, je pense
Et en particulier, moi je suis comme Charles Marguin, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait qu'on donne une prime aux voitures. Et les primes à la casse, en plus, ça fait longtemps qu'on en fait. On a toujours montré qu'à long terme, c'était des trucs négatifs. Mais dire, puisqu'on fait quelque chose de pas bien pour les voitures, il faut faire la même chose pas bien pour les vélos, ça me semble quand même très léger. Et par ailleurs, il y a un truc quand même qui me fait un peu peur, c'est effectivement, on s'est habitué au fait de donner de l'argent pour le vélo à assistance électrique et pas du tout pour le vélo. Je pense que c'est là qu'il faut insister. Et en particulier, depuis aujourd'hui, il y a des nouveaux vélos en libre service qui vont poser rapidement des problèmes, qui sont des vélos à une seule vitesse. Il y a le patron d'une des boîtes qui fait ça, c'est pas de cette boîte-là, mais qui a dit de toute façon, dans 10 ans, personne n'aura plus de vélo personnel. Donc on est en train de s'acheminer vers un truc dans lequel il y a un machin sérieux qui s'appelle le vélo à assistance électrique, et on entend de plus en plus parler de vélo à assistance électrique. Quelqu'un a dit tout à l'heure, maintenant on parle que de vélo à assistance électrique ou en libre service, mais le vélo personnel, on a l'impression que c'est quelque chose sans valeur, on ne donne pas d'argent pour aider, on va s'habituer petit à petit à ce que ces vélos qui vont polluer la ville d'ici peu seront des vélos de bas de gamme. Je suis, comme Olivier, pas du tout sûr que ce soit une bonne bataille de lutter pour le rétablissement de cette prime. Je suis d'accord, Abel, qu'on connaît depuis longtemps, qui est militant vélo à Paris depuis très longtemps. Je suis d'accord avec toi. Juste une chose, à mon avis, si ça a été supprimé, ce fameux bonus, c'est parce que la personne qui a supprimé ça n'a même pas pensé que c'était un sujet. En fait, c'est ça. On est confronté à des gens qui ne pensent pas, vélo, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça coûte cher, c'est bon, ça y est. D'ailleurs, ils ont dit la filière est lancée. Ils n'ont pas imaginé que ça pourrait faire un tollé. Ils n'ont pas imaginé du tout qu'il y avait des gens qui allaient réagir. Simplement, ces vélos, c'est pas important. Le vélo, c'est pas important. Et comme tu dis, quand en plus de ça, il n'a même pas d'assistance électrique, c'est vraiment complètement ridicule. On va conclure, messieurs. Donc, pour nous donner un petit peu d'espoir concret, de positif, terminer sur une note combative et citoyenne. Il est là l'espoir, c'est que ça va se remplir. Non mais je vous le garantis, il y a quand même des tas de choses qui sont en projet. Vous avez vu le début, là vous avez un petit bout vert, c'est le début de la piste cyclable sur le boulevard Voltaire. Alors elle n'est pas tout à fait au niveau de nos expériences, mais ça va quand même vachement vous aider là-bas. Les réseaux express vont progressivement se remplir. On espère que ça va accélérer, la rue de Rivoli, etc. Donc nous, notre espoir, c'est qu'à la fin de la mandature, une grande partie de ces morceaux gris soient désormais verts et que ça puisse permettre à un grand nombre de personnes de se déplacer à vélo. Pour que ça devienne vert, il faut rappeler en permanence qu'il y a des gens qui souhaitent que ça devienne vert. Ça s'appelle le débat démocratique citoyen. Ça passe aussi par les associations. Voilà. Engagez-vous, comme il dirait. Donc, on relaiera l'enquête sur le site Facebook, sur la page Facebook de Kaizen et sur Twitter pour que ça puisse... Oui, on pense aussi que cette enquête, ça va faire du bruit. On va publier des premiers résultats dans le cadre des assises de la mobilité, justement. Et donc, on espère que ça puisse amener le sujet vélo dans le débat. Il faut savoir que c'est une enquête qui va être reconduite tous les 2 ans. Et dans 2 ans, c'est les élections municipales. On a de la suite dans les idées. Non, mais en fait, ça sera publié début 2020. Là, début 2018 pour cette enquête et 2 ans plus tard, début 2020. Donc, on sera dans la bonne période. Donc, il y a des façons d'agir qui peuvent être simples, mais puissantes. Ce type de choses, ça peut marcher. Voilà. Il y avait une question là-bas. Bonsoir. Moi, j'ai une question qui sort un peu de... Ça va comme ça ? J'ai une question qui sort un peu de Paris, du coup. J'ai vu passer il y a quelques jours un article qui parlait d'une autoroute à vélo qui relierait directement Paris au Havre. Et je voulais savoir si vous connaissiez un peu le projet et si c'est quelque chose, si ça va vraiment être quelque chose de continu, comme ce dont vous parliez tout à l'heure du fait que les pistes cyclables, parfois, on doit faire 100 mètres sur la route parce qu'elles ne sont pas reliées entre elles, elles ne sont pas connectées. Si vous connaissez ce projet, et qu'est-ce que vous en pensez et si ça va vraiment être quelque chose de continu, est-ce qu'on pourra rouler en vélo vraiment de Paris jusqu'au Havre ou pas du tout, ou pas. Alors en fait, ces projets-là, il y en a plusieurs. C'est des véloroutes
c'est des itinéraires touristiques européens. Il y a une magnifique carte qui donne beaucoup d'espoir d'ailleurs sur le site de la European Cyclist Federation, qui s'appelle le site Eurovélo. C'est le nom des grands itinéraires de vélo-tourisme européens, des itinéraires cyclables qui font rêver complètement. Longer l'ancien rideau de fer à vélo, traverser la France tout le long de l'Atlantique et jusqu'à Compostelle. Enfin, il y a des très beaux itinéraires. Celui-ci en fait partie. C'est un itinéraire qui va être à vocation vélo touristique. Cela dit, ces itinéraires, en fait, ils sont très utiles pour les déplacements quotidiens aussi. Je ne sais pas si vous connaissez le long du canal de l'Ourcq. Maintenant, ils ont fait des travaux, des aménagements. C'est éclairé, c'est large, c'est de plus en plus accueillant. C'est pas encore parfait, mais c'est de plus en plus accueillant pour les gens qui se déplacent à vélo. Ça rend énormément service aux personnes qui habitent en banlieue dans cette direction-là. Donc oui, il y a un projet qui va faire en sorte qu'il y ait un itinéraire vélo touristique jusqu'au Havre. Je ne sais pas encore les détails, les échéances. Est-ce qu'il sera bien fait? Est-ce qu'on sera obligé de descendre de vélo avec des passerelles? C'est probable qu'il y aura des tas de foirages au début. C'est pour ça qu'il y a besoin de surveiller ces choses-là. Nous, ça va être un peu loin de chez nous pour Paris-Ancel, donc il faudra qu'il y en ait d'autres sur le chemin qui s'en occupent aussi. Il y a une association qui s'appelle Département Région Cyclable de France qui pilote pas mal cet itinéraire. Ça va clairement dans le bon sens. Voilà, ça va venir. À Paris, il y a 2 Eurovélos qui passent, me semble-t-il. Vous pouvez regarder sur le site de la fédération. On peut aller au Mont-Saint-Michel à vélo. Alors voilà, c'est des itinéraires. On peut aller à Pont-Orson, pas au Mont-Saint-Michel, effectivement. Allez, vas-y, raconte-le. Raconte-le que la passerelle n'est pas cyclable. Alors c'est pas grave, non, mais c'est pas grave. Non. Effectivement, on peut pas aller. Non, la pub, c'est on va jusqu'au Mont-Saint-Michel. Non, sauf que la passerelle de 3 km, c'est interdit au vélo. Voilà. Donc, autrement dit, c'est un mensonge systématique. On dit toujours on peut aller au Mont-Saint-Michel. Voilà. Et ça fait partie de tout ça. On est tout le temps dans le truc, mais oui, le vélo, c'est pas important. On n'a qu'à dire ça, mais c'est faux, c'est pas très grave. Juste une dernière chose. À chaque fois que vous faites un trajet à vélo, où que vous soyez, vous êtes chacun d'entre vous une publicité vivante pour le vélo. C'est tout. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses ce soir. En tout cas, c'est mon cas. Et puis qu'on puisse encourager ces passages à l'acte, c'est-à-dire de développer les pistes cyclables, de soi-même oser prendre le vélo et affronter ses propres peurs, ses résistances, ses préjugés. Et c'est comme ça qu'on avance pas à pas. Donc Kaizen vous donne rendez-vous sur son site internet, sur sa page Facebook, réseau Twitter et son magazine qui est édité une fois tous les 2 mois avec ses hors-séries. Vous avez les livres d'Olivier Rasmont qui sont ici sur la table et puis quelques exemplaires de Kaizen. Je vous souhaite une très bonne soirée à vélo ou à pied ou même en transport. Au revoir.